D'abord, merci aux organisateurs pour cette belle invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous. Alors, toute la beauté du rêve tient dans l'éloge d'un lieu non atteint. C'est par ces mots du poète congolais Gabriel Okunji que commence Gloria, un opéra multimédia immersif élaboré par l'artiste interdisciplinaire Michael Bielinski, qui a d'abord été présenté au Mois Multi à Québec en 2015 et repris tout récemment au Théâtre La Chapelle à Montréal. Projeté simultanément sur 3 écrans géants formant un cercle qui englobe les spectateurs, ces mots furtifs, brièvement surgis de la noirceur, annoncent d'emblée, dès la scène inaugurale, l'entretissage mouvant du texte et de l'image dans la représentation. Alors que le théâtre post-dramatique, notamment dans ses formes immersives, cherche à se défaire de l'autorité du texte écrit, du texte cristallisé, alors qu'il cherche à briser la maison des mots, pour le dire avec Artaud, cette présence de la graphie dans Gloria participe plutôt d'une réinscription du textuel au sein d'un régime spectaculaire qui l'a souvent mis à mal. Je dirai quelques mots sur le post-dramatique. Ce sera un peu scolaire, vous m'en excuserez. Le théâtre post-dramatique, qui émerge après la crise du drame amorcée au 19e siècle, regroupe une constellation de pratiques qui vont de la danse-théâtre au théâtre performatif, et dont le point commun est de ne plus être assujetti à la dramaticité et à ses fondements aristotéliciens, tels que la structure fabulaire, reposant sur l'action et portée par des personnages énonciateurs d'une parole. Comme l'écrit Hans-Tys Lehmann, imprégné par la pensée artaudienne, le théâtre post-dramatique revendique la scène comme commencement et comme point d'intervention et non comme transcription d'une réalité qui lui serait extérieure. Dans ces formes théâtrales, le texte n'est pas nécessairement exclu du dispositif, comme on l'a trop souvent prétendu, ainsi que vous l'avez remarqué tout à l'heure. Mais ce texte ne se présente pas comme le point de départ ou comme le support de la pièce. Obéissant à un principe parataxique, il devient un élément parmi les autres composantes du spectacle, le mouvement, l'espace, l'image, avec lequel il entretient diverses dynamiques dans un échange d'intensité. Comme l'écrit Catherine Boucault, la création scénique est post-dramatique quand elle met sur pied un système qui ne comprend plus de drame en son centre. Les procédés scéniques s'émancipent alors de l'autorité du texte quand il y en a un. Fin de la citation. Dans Gloria, sans que le spectacle ne se pose comme textocentriste, une place particulière est tout de même accordée aux mots et plus largement à la parole. En effet, les mots projetés à l'écran ne sont que l'une des formes que prend la parole dans la pièce, qui alterne ou superpose l'écrit, le dire et le chant. Se déplie alors une trajectoire, ce que la performeuse et metteur en scène décrit comme le pèlerinage d'une voix, par-delà les époques et les paysages, à la recherche d'une réponse à l'impermanence. Je m'intéresserai ici à certains des aspects formels de cette trajectoire énonciative, en l'arrimant à une réflexion sur l'expérience spectatorielle et sur le parcours de sémantisation particulier que le spectacle engage. Alors, tout d'abord, quelques mots à propos du dispositif scénographique. J'entendrai ici ce dispositif au sens où le définit Arnaud Rickner, c'est-à-dire un espace organisé où se mettent en place des interactions entre le public et le spectacle, et où le discours scénique repose sur un agencement hétérogène de systèmes. L'expérience spectatorielle dans Gloria est indissociable de ce dispositif scénique, du dispositif scénique privilégié par Michael Bielinski. Rompante avec la frontalité, la créatrice installe les spectateurs au cœur de l'environnement scénographique. Assis sur des coussins blancs disposés au sol, les spectateurs sont enveloppés par une structure circulaire qui est fait de 3 immenses voiles, blancs également. Donc 3 voiles qui descendent du plafond jusqu'au sol. Sur ces surfaces ondoyantes parce que ce n'est pas un écran rigide comme ce qu'on a ici derrière moi, mais sur ces surfaces souples, ondoyantes, sont projetés ponctuellement les mots et les images de la représentation. Au centre de cet espace se tient debout la performeuse.
Selon les fluctuations de la lumière, celle-ci apparaît pleinement au spectateur, ou bien dans l'obscurité, elle se dérobe à leur vue, sa présence se réduisant alors à sa seule voix. Cette rupture de la frontalité, l'intégration physique des spectateurs et le partage de l'espace avec l'interprète suffisent-ils à faire de Gloria une création immersive? Ces caractéristiques correspondent au premier palier d'un modèle du théâtre immersif à 3 niveaux établi par Catherine Boucaud. Pour la chercheure, le théâtre immersif se caractérise par l'oscillation pour le spectateur entre d'une part une pleine adhésion à l'environnement théâtral, au point de le substituer à la réalité, et d'autre part, la conscience du caractère artificiel du monde dans lequel il est plongé. Elle affirme: c'est précisément ce jeu de va-et-vient, susceptible de construire et de déconstruire une immersion physique et mentale, qui constitue la spécificité du théâtre immersif. Fin de la citation. Les pratiques théâtrales privilégiant le premier palier, où sont perturbées physiquement les frontières entre le réel et l'imaginaire, ne sauraient être qualifiées, selon Boucaud, de pratiques immersives au sens strict, alors que les créations qui favorisent l'intégration dramaturgique de l'immersant, Julie Michel disait immergé, Boucaud dit immersant, donc les créations qui favorisent l'intégration dramaturgique de l'immersant, les créations qui font de lui un personnage de la fiction, par exemple, et qui de plus reposent sur une indétermination spatio-temporelle, ces pratiques présenteraient, elles, un haut degré d'immersivité. Par ailleurs, ce modèle, bien qu'éclairant à certains égards, me semble quelque peu rigide. Les paliers apparaissent quelque peu figés et surtout leurs frontières intransgressibles. Or, il me semble que ce qui caractérise l'expérience spectatorielle d'une production telle que Gloria, c'est plutôt le mouvement, un tracé fait de sauts, de boucles, de reprises, dans les modes d'inscription au cœur d'un environnement qui est lui-même changeant. Par exemple, les images projetées sur les écrans sont tantôt fixes, tantôt mobiles, voire étourdissantes, alors qu'elles font défiler à toute vitesse des prises de vue donnant l'illusion d'être en plein vol dans le ciel. Ces images occupent parfois un espace restreint, une toute petite portion d'un seul des 3 écrans, alors qu'à d'autres moments, elles se font liquides et débordent la zone de projection, faisant des corps et des visages des spectateurs, provisoirement, des surfaces écraniques. Ces images, enfin, présentent des degrés de lisibilité variés. Certaines sont figuratives, représentant par exemple un temple en ruine ou des nuages en mouvement. D'autres sont plus difficilement déchiffrables et d'autres encore relèvent de l'abstraction. Lignes, traits, bifures blanches qui dansent de façon saccadée sur l'écran, sur le sol, sur les corps des spectateurs plongés dans l'obscurité. Enrobée par un environnement sonore qui est fait de textures elles aussi variées et sur lesquelles je reviendrai plus loin, ces images composent un paysage mobile, un paysage fluctuant. En le traversant, le spectateur adopte une posture spectatorielle qui se fait instable. Il n'a de cesse de naviguer entre les différents degrés d'immersion de la représentation, entre la sensation d'une immersivité réduite, voire quasi absente, et celle d'un brouillage spatio-temporel complet lorsque s'effacent les repères de l'environnement scénographique. Ainsi, dans Gloria, à l'image de nombre de formes théâtrales immersives, la scène, par moments, est partout et nulle part. Pendant les coulées iconographiques, pendant les plongées dans un montage visuel abstrait puis dans la noirceur complète, l'espace devient inassignable. Il paraît dépourvu de centre et ses bordures se font changeantes et indéterminées. Cet espace a perdu les bords, comme le dirait Valère Novarina, à qui j'emprunte cette réplique de la pièce « Vous qui habitez le temps ». Le spectateur qui l'habite, non le temps mais l'espace, le spectateur qui habite cet espace provisoirement, même immobile, il fait donc l'expérience déroutante d'une immersion dans un espace atopique. Dans son étude de l'espace immersif dans la pièce La mastication des morts, oratorio in progress du groupe Merci, Elise Van Asbrock rappelle que, selon Barthes, l'atopie désigne la doctrine de l'habitat en dérive, c'est-à-dire un habitat qui n'est pas assigné à un lieu précis. Elle spécifie, je cite, «
À l'inverse de l'utopie, qui cherche à fixer un sens, l'atopie est une liberté, un nomadisme, une manière de ne pas fixer une identité ou une signification afin de ne pas les figer. Assurément, un tel espace, acentré, indéterminable, toujours en fuite, est mis en place par intermittence dans Gloria. Cet espace, d'ailleurs, matérialise les mots de Gabriel Okunji qui, rêvant l'éloge d'un lieu non atteint, ouvre le spectacle. Quelques mots sur le son maintenant. Indissociable de cet espace inassignable auquel ils se font, un complexe paysage sonore. Les anglophones utilisent l'expression soundscape que j'aime bien, mais je dirais paysage sonore. Un complexe paysage sonore participe aussi du dispositif scénique mis en place. Dans Gloria, comme dans plusieurs créations post-dramatiques, une véritable dramaturgie sonore, c'est-à-dire une mise en relation des écritures sonores et des écritures dramatiques de la pièce, coexiste ici avec les autres systèmes de la représentation, entretenant avec ceci un rapport en apparence non hiérarchisé et traversé de résonance. Cet environnement sonore enveloppant, aux couches multiples et changeantes, affecte les activités perceptives du spectateur. Nouées à l'expérience sensible, celles-ci sont inséparables du mouvant processus de construction du sens, ou de sens, puisque le sens n'est pas univoque, dans lequel il s'engage. La plongée dans un tel environnement sonore constitue d'ailleurs un motif récurrent du théâtre immersif et matérialise au moins en partie l'une de ses visées selon Marcel Frédefond, soit, je cite, « entraîner le spectateur au cœur de l'action et lui proposer une expérience multisensorielle qui le dépayse, le déboussole, pour l'atteindre au plus profond de lui-même. » Fin de la citation. Dans Gloria, bien que la musique occupe une place importante, c'est surtout la voix qui endosse cette fonction. La voix de Mikhail Bielinski se dégage du paysage sonore pour mettre en scène, affirme-t-elle, une quête de sens qui se sert de la représentation comme territoire de transformation. Elle écrit, je cite, « Le chant y est rituel, la parole initiatique. Tissé de polyphonie liturgique, de chants traditionnels, de mantras, de poèmes livrés comme des prières, la trame sonore emprunte aux formes religieuses pour n'en retenir que la charge. L'objectif est qu'il se dégage de l'expérience quelque chose de sacré, relevant de la communion et du mystère. » Alors, afin de rendre ce travail vocal plus concret, on va maintenant entendre et regarder un court montage de fragments tirés du spectacle. Alors, le montage sonore est en continu alors que les images procèdent d'un montage. Alors, ce qu'on vient d'entendre, manifestement, était un passage chanté. Il y a toutes sortes de formes que prend la voix dans la représentation. Donc, à l'instar de la trame des images, le paysage sonore de Gloria est composé de plusieurs strates, lesquelles vont présenter différents degrés d'intelligibilité ou de lisibilité pour chacun des spectateurs. Ainsi, des chants dont les paroles sont en français ou en anglais alternent par exemple avec des prières en langue géorgienne et avec des chants bulgares traditionnels. S'installe dès lors chez le spectateur un mouvement d'oscillation entre la perception d'un discours intelligible, offrant une prise à la sémantisation, et une perception plus sensible, sensorielle, qui fait de la voix et des mots une pure texture sonore, dégagée au moins en partie de l'impératif de signifier. À d'autres moments, faisant saillir dans la représentation, un texte se fait entendre, émanant des enceintes sonores ou prononcé au micro par la performeuse. Ces fragments monologués agissent comme des balises sur la trajectoire proposée, des marques qui, par exemple, ouvrent la voie du parcours et annoncent la quête à venir, comme le font ces paroles inaugurales, je cite.
Que reste-t-il des golfes gelés, de l'amour, de Carthage et Mycène? Que reste-t-il encore à perdre? Que reste-t-il encore à défaire? La forme interrogative privilégiée ici sera reprise plus loin, ponctuellement, à travers d'autres fragments narratifs ou poétiques, chaque fois que la voix s'élèvera pour nommer une étape ou un état de sa quête. D'autres passages encore feront du texte l'instrument d'un glissement. Glissement entre une parole dite et une parole progressivement chantée. Glissement entre une parole profuse et pleine, quasi linéaire, et une parole circulaire dont la structure énonciative fait écho au dispositif scénographique dans lequel se déploie Gloria. Je vous lis un bref extrait du texte. La mort et la naissance et la fin et le départ et la destination et la quête, et ainsi de suite. Ce dernier vers, la destination et la quête, agit aussi, on peut le relever au passage, comme la synecdoque de la pièce, qui, pour Mikhail Bielinski, je cite, se positionne à la fois comme le moyen et la finalité. Le spectacle, avance-t-elle en effet, est l'espace de transformation comme destination. C'est le sentier et le sanctuaire. J'aborderai maintenant une dernière modalité énonciative qui est exploitée dans Gloria, soit celle du texte projeté que j'évoquais en début d'exposé. Catherine Boucaud avance que l'immersion spectaculaire se distingue de l'immersion littéraire par la tangibilité du monde théâtral dans lequel l'individu est plongé, contrairement au monde textuel dans lequel le lecteur serait absorbé. Elle soutient, avec Richard Guérig, que dans le cas de la lecture, je cite, se produit une relation imaginaire avec un monde textuel, lors de laquelle le destinataire plonge métaphoriquement dans l'histoire pour s'y perdre. Or, qu'en est-il de la pratique de la lecture lorsque, comme c'est le cas avec Gloria, le texte est intégré comme un matériau dans le dispositif scénographique et qu'il participe au déroulement spectaculaire? Alors que Guérig associe l'immersion littéraire au concept de transport, par lequel le lecteur d'un texte se distancie de l'environnement physique immédiat pour se noyer dans une fiction. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est bien sûr une définition de l'immersion littéraire qui demeure traditionnelle, qui est liée au livre écrit comme support et qui tient peu compte des expériences de lecture hypermédiatiques ou numériques, nous en conviendrons. Mais alors que Guérig donc met de l'avant cette idée de transport, un tout autre rapport à la lecture et au texte se trame lorsque ce texte, par un procédé de réification, intègre l'univers matériel de la scène. Dans Gloria, la lecture des mots projetés à l'écran ne transporte pas le spectateur hors de l'expérience immédiate de l'environnement. Plutôt, elle participe de son immersivité. Comme le posent Ariane Martinez et Jean-Pierre Ringart, co-directeurs de l'ouvrage collectif Graphie en scène, le texte projeté en scène constitue à la fois un matériau visuel qui participe au langage esthétique de la représentation et un vecteur de lisibilité qui oriente la trajectoire d'élaboration du sens. Ouvrant et fermant Gloria, ces mots matières transpercent et rythment le déroulement du spectacle. Porteurs provisoires de la voix, ils apparaissent en différentes graphies, ondulant doucement sur les voiles, seuls ou se superposant aux images et dialoguant avec elles. Souvent, la projection du texte suit ou précède des passages opaques, marqués par la saturation visuelle et sonore, ou, à l'inverse, des passages intervallaires, de brefs moments suspendus où rien ne se passe. Dans un cas comme dans l'autre, la lecture agit comme une éclaircie. Elle réinscrit le spectateur au cœur du parcours amorcé en nommant l'expérience en train de se vivre. Comme l'exprime cet extrait, le premier d'ailleurs à introduire dans la pièce un jeu énonciatif. Je vous lis l'extrait. « J'irai voir au cœur de la matière le corps du nécessaire. Je ne crains plus le mystère qui avance avec moi. Il me faudra regarder ce qui ne se voit pas, écouter ce qui ne s'entend pas. » Alors, quel est donc ce « je » qui s'exprime ici?
On peut supposer que l'identité de l'instance énonciative coïncide avec celle de la créatrice. Le théâtre post-dramatique, faut-il le dire, ne s'embarrasse pas de la présence de personnages, ni même de sa version amenuisée, la figure. On peut aussi supposer que ce « je » s'attache aux différentes matérialisations de la voix pèlerine que Mikhail Bielinski souhaite tout à la fois singulière et collective, porteuse d'une expérience partagée. Cette voix pèlerine, telle qu'elle se déplie dans le spectacle, n'est d'ailleurs pas sans rappeler la notion de voix rhapsodique développée par Jean-Pierre Sarrazac. Celle-ci est nouée à la métaphore du texte tissu et à la figure de l'auteur rhapsode, soit celui qui coud, assemble, fait et défait une trame textuelle selon différents procédés de montage et d'hybridation. Ces procédés, pour Sarrazac, font éclore une voix singulière qui réunit l'épique et le dramatique. Je cite Sarrazac, « Voix du questionnement, voix du doute, de la palinodie, voix de la multiplication des possibles, voix erratique qui embraye, débraye, se perd, erre, tout en commentant et problématisant. » Assurément, c'est une telle voix, irrémédiablement errante et diffractée, vouée au ressassement d'un même questionnement et d'une même quête de l'inatteignable qui s'exprime dans Gloria, à travers les fluctuations de la parole, du chant et du texte projeté. Mise en dialogue avec les autres systèmes de la représentation, cette voix conduit le spectateur à tracer un parcours d'élaboration du sens marqué d'intermittence. Entre les vides et les pleins du spectacle, entre les moments de sursollicitation sensorielle et ceux où la surabondance de signes le cède à la blancheur, au silence, dans les intervalles de l'immersivité et de la présence à soi et au monde, le spectateur, et peut-être pourrait-on parler ici de spectateur rhapsode, le spectateur écrit une dramaturgie des interstices. Et j'entends ici la dramaturgie telle que la pense Joseph Danan, soit comme l'idée d'un passage, d'une trajectoire du sens. Dès lors, comme l'avance Mikhail Bielinski, à qui je céderai les mots de la fin de cet exposé, dès lors, pour le spectateur, chaque instant est une occasion de création, une nouvelle perspective et une possibilité de transcendance qui l'inclut dans la narration du monde.